Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas dans ta tête. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet de l'hémétophobie. Un peu comme dans l'épisode précédent dans lequel nous abordions le thème de l'hypocondrie, l'hémétophobie fait donc partie des phobies qui peuvent nous affecter et j'ai choisi de parler de ce thème aujourd'hui parce que cela concerne de nombreuses personnes qui viennent rejoindre mon programme Adieu Anxiété parce que l'hémétophobie se greffe sur un tableau d'anxiété généralisée. C'est pas juste quelque chose, un phénomène isolé. Et je sais que c'est quelque chose qui entraîne beaucoup de gêne, beaucoup de honte pour les personnes qui en souffrent, que c'est très difficile d'en parler à son entourage. Une personne que j'accompagne me confiait il y a quelque temps qu'elle avait mis 10 ans avant de parler de ça à ses amis les plus proches. Et donc, j'ai pensé que ça serait utile de faire un épisode qui soit dédié à cette phobie particulière pour que vous puissiez y trouver des informations si vous êtes concerné ou si l'un de vos proches est concerné, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, loin de là, dans cette situation, que ça n'est pas dans votre tête, que vous n'êtes pas fou et qu'il y a des solutions pour en sortir. La bonne nouvelle que je veux vous partager tout de suite, c'est que il est possible de sortir totalement de l'hémétophobie, même si vous êtes piégé là-dedans depuis des années. L'hémétophobie, c'est la peur intense de vomir, extrêmement liée avec un terrain d'anxiété généralisée. Nous allons voir qu'est-ce que c'est, pourquoi ça se développe, comment on peut le gérer, comment on peut en sortir. Cette peur touche de nombreuses personnes et reste souvent méconnue. L'hémétophobie, c'est la peur intense de vomir qui peut devenir extrêmement envahissante et être source d'une grande anxiété. Alors, qu'est-ce que l'hémétophobie? Pourquoi est-ce qu'elle survient? Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? On va démystifier tout ça dans cet épisode. Pour commencer, qu'est-ce que l'hémétophobie? L'hémétophobie, c'est la peur excessive et irrationnelle de vomir ou de voir quelqu'un vomir ou même d'entendre des bruits liés au vomissement. Pour beaucoup de gens, vomir est une expérience désagréable, bien sûr, mais pour les personnes hémétophobes, cette peur peut prendre des proportions énormes. Elle conduit à éviter certains aliments, certains lieux, certaines situations sociales par crainte de vomir ou de voir quelqu'un vomir. Par exemple, certaines personnes vont éviter les restaurants, les transports en commun ou même les réunions de famille par peur de se sentir mal. Il faut savoir que si rien n'est fait, cette peur, cette phobie ne va pas s'arrêter toute seule simplement parce qu'on se restreint sur des petites choses. Elle va continuer à grandir et à nous couper de plus en plus de tout un tas de situations. Cette peur devient tellement envahissante à terme qu'elle restreint la vie quotidienne et qu'elle est souvent accompagnée de crises d'angoisse ou d'une forte anxiété généralisée. Vous comprenez que il n'est pas possible pour les personnes souffrant de ça de rester inactives, victimes de cette phobie pendant des années sans rien faire et qu'il est indispensable pour elles de pouvoir trouver des solutions qui ne sont pas de restreindre petit à petit leur champ de vie, d'éviter de plus en plus de situations. Alors pourquoi est-ce que l'hémétophobie se développe? Comme beaucoup de phobies, elle peut être liée à une expérience traumatisante ou marquante. Ça peut être le souvenir d'un épisode de vomissement particulièrement difficile, le fait d'avoir attrapé une maladie qui a généré des vomissements pendant une certaine période de manière particulièrement douloureuse. Ça peut être le fait d'avoir été témoin d'une personne malade, mais d'une manière plus large, elle peut être liée à une peur de perdre le contrôle de son corps.
Vomir, c'est une situation où l'on se sent vulnérable. Et pour quelqu'un qui a besoin de se sentir en contrôle en permanence, cette perte de contrôle peut devenir une source de grande angoisse. Le système nerveux et le cerveau, dans leur logique de protection, vont associer le vomissement à un danger extrême et commencer à anticiper la moindre sensation de malaise ou de nausée. C'est un peu comme une alarme qui se déclenche au moindre signe, même quand il n'y a pas de vrai danger. Si vous souffrez d'hémétophobie et que vous constatez à l'écoute de cet épisode que cela vous remue intérieurement, que peut-être vous avez une sensation de malaise parce que le simple fait d'entendre parler de ça vous est difficile, n'hésitez pas à faire une pause, à prendre l'air, aller vous balader, marcher un peu, vous étirer, vous détendre avant de poursuivre l'écoute de cet épisode. Poursuivons. Il est aussi important de noter que l'hémétophobie est souvent étroitement liée à l'anxiété. L'hémétophobie est rarement un symptôme complètement isolé qui est arrivé tout seul dans notre vie. Quand on est anxieux, on ressent de nombreux symptômes physiques fort désagréables et notamment des symptômes qui impactent la sphère digestive. Pourquoi? Parce que quand on souffre d'anxiété, le système nerveux est hyper activé en mode danger de manière permanente. Ça veut dire que notre système nerveux vit un peu comme s'il y avait un lion dans la pièce avec nous qui était prêt à nous manger et qu'il va être sur ses gardes en permanence. Pour pouvoir alimenter cette nécessité d'être vigilant pour rester en vie, le système nerveux va piocher par préférence dans l'énergie du corps, dans nos réserves de vitamines et de minéraux. C'est un mécanisme qui est naturel et qui est nécessaire pour garantir notre survie, qui normalement n'est pas censé durer de manière chronique pendant des mois ou des années. Quand le système nerveux est hyper activé, cela va avoir des conséquences directes sur tous les autres systèmes du corps et notamment sur le système digestif qui va se mettre à fonctionner un peu au ralenti parce que la digestion demande beaucoup d'énergie à notre organisme, mais aussi parce que la digestion est quelque chose que l'on fait bien quand on est dans un état de repos, de sécurité et de connexion. Donc bien évidemment, si on est dans un état d'insécurité, la digestion n'est pas privilégiée. Au bout d'un certain temps, quand on vit avec de l'anxiété chronique, toute notre sphère digestive finit par patiner en quelque sorte, par souffrir de cet état d'anxiété chronique. L'estomac va avoir plus de mal à digérer, on pourra avoir trop d'acidité ou pas assez d'acidité dans l'estomac, les intestins vont souffrir à cause d'un microbiote intestinal qui va se déséquilibrer et qui peut se retrouver avec des champignons ou des mauvaises bactéries type Candida albicans ou type SIBO qui vont créer des difficultés d'absorption des vitamines et des minéraux et des douleurs intestinales. On peut se retrouver avec de la porosité intestinale. Donc, tout un tas de symptômes qui vont rendre la digestion inconfortable, difficile et augmenter la fatigue chronique. Et on peut naturellement se retrouver avec des nausées, avec des maux d'estomac, avec une sensation de boule dans la gorge. Et toutes ces sensations-là, pour une personne qui souffre d'hémétophobie, ce sont des sensations qui peuvent devenir très angoissantes parce qu'elles vont être interprétées comme des signes de vomissement imminent. Et vous comprenez que là, il y a comme une espèce de cercle vicieux qui se met en place. L'anxiété chronique impacte le système digestif, cela génère un certain nombre de sensations, sensations qui sont interprétées comme des signes de vomissement imminent, et ça renforce encore la boucle d'anxiété.
C'est un peu comme si votre cerveau et votre système nerveux vous disaient, ouh là là, on est en danger, préparons-nous au pire. Et cette anticipation permanente va devenir très épuisante à terme, va avoir un impact sur l'estime de soi, sur nos relations aux autres, et c'est pour ça que c'est si difficile à vivre au quotidien. La bonne nouvelle, je vous le disais en tout début de cet épisode, c'est que c'est possible de sortir de ce cercle vicieux. La première étape, c'est de reconnaître l'existence de cette hémétophobie, de reconnaître qu'elle est là, même si elle semble irrationnelle, et qu'elle a une origine dans le besoin de se sentir en sécurité. L'hémétophobie, ça n'est pas une faiblesse, c'est une réponse de notre cerveau et de notre système nerveux pour tenter de nous protéger d'une situation qui est perçue comme dangereuse. Ensuite, il est essentiel d'apprendre à ramener de la sécurité perçue par votre système nerveux pour réduire cette sensation de danger. Il existe un certain nombre d'exercices de respiration, d'étirement qui vont pouvoir permettre, quand l'angoisse monte, de baisser l'angoisse et de ne pas ressentir d'activation trop forte. Mais surtout, ce dont vous avez besoin, si vous êtes concerné par l'hémétophobie, c'est d'aller travailler en profondeur sur la régulation de votre système nerveux. Le système nerveux ne se dérégule pas tout seul et bien souvent, il est dérégulé depuis de nombreuses années. La plupart des personnes que je rencontre et qui souffrent d'hémétophobie me disent qu'elles sont anxieuses depuis toujours, depuis leur enfance ou depuis leur adolescence, ou qu'on leur a toujours dit qu'elles s'inquiétaient pour rien. Et ça, c'est une piste qui est extrêmement intéressante. Quand on est, en tant que jeune enfant, bébé, petit enfant, adolescent, on n'a pas encore de capacité à réguler notre système nerveux de manière autonome. Ça veut dire que pour ressentir de la sécurité, on a absolument besoin d'être en lien avec un cadre sécurisant. Être en lien avec un cadre sécurisant, ça veut dire être vu, reconnu, soutenu, entendu, aimé. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous ont manqué d'un ou plusieurs de ces ingrédients dans leur enfance pour pouvoir bâtir une véritable sécurité intérieure. Cela finit par conduire à l'âge adulte à des fonctionnements qui sont des parades pour nous permettre de continuer à avancer, bien qu'il nous manque une brique de sécurité dont nous aurions eu légitimement besoin pour nous construire dans notre histoire. Et quand notre système nerveux s'est bâti sur cette brique manquante de sécurité, il va mettre en place des comportements compensatoires, il va mettre en place des évitements pour tenter, coûte que coûte, de nous garder en vie, de nous garder en sécurité. Malheureusement, quand on plonge dans ce type de comportement compensatoire, euh, oui, on est en vie, mais surtout, on survit. Et on se coupe petit à petit de tout ce qui fait le sel de la vie, qui fait qu'on peut être heureux, pleinement soi, et avec des relations aux autres qui sont épanouissantes parce que nous en avons absolument besoin. Vous comprenez en filigrane ce que je viens de vous dire, c'est que l'hémétophobie, c'est une réaction de protection. Elle n'est pas le problème, elle est la solution que votre système nerveux et votre cerveau ont trouvée pour vous garder en sécurité. Malheureusement, c'est une solution qui est problématique en elle-même, mais donc ça n'est pas en vous attaquant au sommet de l'iceberg directement que vous allez régler cette situation. Je vous recommande vivement de travailler en profondeur sur la régulation de votre système nerveux pour ramener cette sécurité dont vous avez besoin. Et oui, c'est possible
même si vous identifiez sur votre parcours que cette brique manquante de sécurité remonte à il y a très très longtemps dans votre vie. Avant de conclure, je voudrais vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. L'hémétophobie touche de très nombreuses personnes. Encore une fois, dans mon programme, dans les personnes que j'accompagne, j'en vois énormément. Ça reste souvent un sujet tabou. C'est pour ça que souvent on ignore qu'on est entouré de personnes qui en souffrent. Vous avez le droit de parler de cette peur, de chercher de l'aide, de prendre le temps qu'il vous faut pour aller mieux. Cette peur ne vous définit pas. Vous êtes bien plus que les mécanismes que vous avez mis en place pour survivre. Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est pas dans ta tête. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous apporter des pistes, des connaissances au travers du podcast en ayant plus de temps pour pouvoir vous partager toutes ces choses-là. J'espère que ces explications ont pu vous apporter du réconfort si vous êtes directement concerné ou si l'un de vos proches l'est. J'espère que cela vous apportera des clés de compréhension sur ce que vous vivez. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin, à laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est très important pour faire connaître et rayonner le podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur un prochain épisode de C'est pas dans ta tête.